Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires de moins de 8 ans et garantis jusqu'à 36 mois. Renault Occasion vous présente les experts. Et ils sont là, vos experts d'Europe 1, pour décrypter toute l'actualité. On commence évidemment avec vous, François Clémenceau, rédacteur en chef international au JDD. On va s'intéresser au Libéria. On votait au Libéria, mais les résultats définitifs du premier tour ne seront connus que dans les prochaines heures. On votait pour les législatives et la présidentielle. Un scrutin qui prouve finalement que le pire n'est pas une fatalité en Afrique. Oui, ce qui vient de se passer au Libéria, c'est assez exemplaire. Voilà un petit pays largement ignoré du reste du monde, alors qu'il s'agit de la première république fondée sur le continent noir au 19e siècle. Coincé entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone, il a vécu les horreurs de 2 guerres civiles qui ont fait près de 300 000 morts. Et à peine la démocratie retrouvée, le Libéria a été endeuillé par l'épidémie. Vous vous en souvenez du virus Ebola, 4800 morts en quelques mois. C'est proportionnellement, évidemment, comme si la France avait connu en moins de 12 ans au moins 5 millions de morts dans la guerre et 50 000 morts dans une épidémie. Eh bien, dans ce pays qui a connu le retour à la démocratie en 2005, après avoir élu une première femme présidente sur le continent africain, le scrutin qui vient de se tenir, oui, prouve que le pouvoir peut se transmettre pacifiquement. Et il faut dire aussi, François, que la présidente qui s'en va est une femme exceptionnelle. Ellen Johnson Sirleaf s'en va à l'âge de 79 ans. C'est une économiste formée aux États-Unis, comme une partie de l'élite du Libéria, mais aussi une femme battue par son mari, qui est devenu ministre des Finances, puis cadre de haut niveau à la Banque mondiale, pacifique, déterminée, pragmatique, même si elle a dû se compromettre avec les warlords pour pacifier son pays, en acceptant que certains chefs des milices restent en liberté et se mettent aussi à faire de la politique, mais son prix Nobel de la paix 2011 n'est pas usurpé, et si en toute logique son ancien adversaire, le footballeur du PSG Georges Weah, lui succède, c'est parce qu'on lui doit cette continuité démocratique dans un pays extrêmement pauvre où la tentation de la violence reste très forte. C'est un exemple, en somme, pour tous les autres pays de la région. Oui, je vous le disais, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Togo, au Tchad, avec des dirigeants qui ne peuvent s'empêcher de réformer les codes pour pouvoir s'accrocher au pouvoir sous prétexte de stabilité qu'ils ont eux-mêmes contribué à mettre en danger, on se dit que le Libéria, plus petit, moins stratégique évidemment, mérite une mention spéciale. Et on attend évidemment les résultats de ces législatives et cette présidentielle au Libéria, ce sera dans les prochaines heures en toute logique. Deuxième tour au mois de novembre. On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Les syndicats sont reçus aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. On en parlait il y a quelques minutes dans le journal de Jean-Philippe Ballas. Le but, lancer évidemment les réformes à venir comme la formation professionnelle, l'apprentissage et surtout l'assurance chômage. Oui, sur l'assurance chômage, c'est une révolution qui se prépare. Emmanuel Macron l'a promis lors de la campagne. L'assurance chômage va être ouverte aux indépendants et une fois tous les 5 ans aux démissionnaires. Ça veut dire que beaucoup plus de personnes pourraient bénéficier du chômage. Du coup, ça va coûter un petit peu plus cher. Selon de nombreux experts, ça risque en effet de créer une sorte d'effet d'aubaine. Des salariés pas heureux en poste pourraient par exemple préférer démissionner. Idem pour des salariés qui veulent se donner du temps, par exemple pour se réorienter, sans compter ceux qui sont pas très loin de la retraite et qui pourraient vouloir raccrocher un peu plus tôt et attendre la retraite comme chômeurs. Bref, selon des estimations qui ont fuité mais qui ont été en partie démenties par le ministère, on parle d'environ 10 milliards d'euros en plus la première année et entre 2 à 4 milliards ensuite en année de croisière, comme on dit. Et ça, c'est impossible à absorber ? Bah oui, parce que l'Unédic, qui gère l'assurance chômage, a déjà une dette d'environ 40 milliards d'euros. Il n'arrive pas à équilibrer les comptes, donc non, ce n'est pas possible. Le tout en plus sur fond de gros énervements des syndicats. Ils sont hors d'eux que l'État vienne s'immiscer dans ce dossier, jusque-là géré de façon paritaire. Du coup, un économiste qui fait passer régulièrement des notes au plus haut niveau me l'a confirmé. À court terme, ça paraît très compliqué de tout faire. Et donc, de plus en plus de personnes au courant du dossier plaident pour une entrée en vigueur en 2 temps. On pourrait commencer par les indépendants et permettre dans un deuxième temps aux démissionnaires d'en bénéficier. Ça permettrait d'ici là de dégager des marges de manœuvre financières. Une autre piste est aussi citée. On pourrait moins dédommager les démissionnaires. Dites-moi, ces mesures en 2 temps, c'est un peu la marque de fabrique finalement du gouvernement. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon teasing il y a quelques minutes. Vous connaissez bien le en même temps. Moi, je vais vous parler du en 2 temps. Ouais, j'étais assez fier de moi. Et effectivement, ça a été, vous pouvez. Ça a été le cas pour la hausse de la CSG pour les salariés du privé. Par exemple, la baisse promise des cotisations se fera
en 2 temps finalement. C'est vrai aussi pour les entreprises, elles devaient avoir rapidement une baisse de charge à la place du CICE. Là aussi ce sera en 2 temps pour en faire une chanson. Et si ça devait être le cas, et là plus sérieusement sur l'assurance chômage, ce serait vraiment dommage pour la lisibilité de la réforme. Alors nous on allume la télé en un seul temps pour ce soir. Complément d'enquête qui s'intéresse aux nouveaux millionnaires, Eva Rock. Exactement, on reste dans le domaine économique. Ils sont stars de la télé-réalité. Je vous conseille d'ailleurs l'entretien étonnant de Nabila par Thomas Soto, ça vaut le détour. Ou trader dans le monde mystérieux des crypto-monnaies et notamment des bitcoins qui sont nés au lendemain de la crise de 2008. Alors à l'époque, un bitcoin ça équivalait à environ à $1. Le journaliste qui fait le sujet en avait acheté pour 10 €. Et à Paris, vous avez aujourd'hui la maison du bitcoin, c'est-à-dire une sorte de bureau de change. Eh bien, le journaliste vient récupérer son portefeuille et écoutez. Donc on vend la totalité du portefeuille ? La totalité. D'accord. Ça va vous faire 411,16. 411,16 €. Dans le jargon des traders, on appelle ça faire un x40. Eh oui, x40, 10 €, un peu plus de 400 € aujourd'hui. En septembre, la barre historique des $5 000 a été franchie aux États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour que le Bitcoin devienne un vrai outil de spéculation. Et alors là où c'est intéressant, c'est que Complément d'enquête s'offre un joli scoop en visitant un lieu où sont créés ces Bitcoins. Départ pour un coin perdu de l'Islande où se situent 3 entrepôts ultra sécurisés qu'on appelle dans le jargon des mines. Ici, pas de piolet ni de galeries souterraines, mais des ordinateurs dernier cri. Il y a ici environ 15 000 processeurs et connectés tous ensemble, ils constituent l'un des plus puissants ordinateurs au monde. Chacune de ces machines produit des crypto-monnaies. Nous fabriquons de l'argent. Alors c'est absolument fascinant, je vous recommande vraiment de découvrir cet univers qui paraît un peu surréaliste, un peu une invention de geek pour geek, mais qui devient vraiment une réalité économique. Par exemple à Tokyo, il y a 4500 boutiques qui acceptent le paiement en Bitcoin. À Paris, vous avez un bar qui l'accepte aussi. Vous tendez simplement votre portable sur lequel se trouve un code barre, c'est aussi simple que ça. Les commissions pour les commerçants sont infimes sur ces transactions, donc évidemment ça les pousse à accepter ce type de paiement. Alors reste évidemment le risque de bulles financières et surtout les piratages, et le sujet évoque le côté sombre de cette monnaie d'un nouveau genre, et il y en a déjà eu, exactement à grande échelle d'ailleurs. Ce qui est marrant avec le Bitcoin, c'est que le fondateur de cette monnaie est totalement inconnu. Et on ne sait absolument pas comment qui elle a été créée. Voilà, exactement. Si je dis pas de bêtises, mais... Oui, tout à fait. On pense qu'il y a un conglomérat de geeks derrière un seul nom qui avait été donné. Et vous imaginez ce que des pays sous sanctions, comme la Russie par exemple, peuvent faire lorsqu'ils créent leur propre crypto-monnaie. Eh bien, ça sert à contourner précisément ce genre de manœuvre. En tout cas, c'est à voir ce soir. Sur Complément d'enquête à 23h. D'enquête. Ne bougez pas, vous avez le programme télé. Nadia Dam arrive. Europe 1.